Mes parents ont donné 48 cadeaux aux enfants de ma sœur. Mon fils n'en a eu aucun. Je suis parti. Le lendemain, je les ai retirés de ma fiducie de 1,2 million de dollars. Papa a appelé en suppliant pour 7500 dollars. J'ai raccroché. 63 appels manqués. Je m'appelle Meredith et pendant longtemps, j'ai cru que l'amour était une transaction. Je pensais que si je payais assez, que je réparais assez et que je me montrais assez, je pourrais acheter ma place dans le cœur de mes parents. J'ai 36 ans, je suis directrice financière d'une entreprise technologique de taille moyenne. Et de l'avis de tous, j'ai réussi. Mais en décembre dernier, assise à mon bureau en acajou avec un verre de vin rouge, regardant mon tableur de fin d'année, je me suis senti comme une enfant stupide. Je catégorisais mes dépenses. C'est une habitude que j'ai, une façon de contrôler le chaos de la vie en le mettant dans de jolies petites colonnes. Je suis arrivé à la ligne intitulée « Soutien familial ». La somme au bas de la colonne m'a fait m'étouffer avec mon vin. 15 450 dollars. C'est ce que j'avais dépensé pour mes parents, Richard et Lorraine, et ma jeune sœur, Courtney, en seulement 12 mois. Ce n'était pas une somme forfaitaire. Ça ne l'est jamais. C'était un nouveau chauffe-eau pour mes parents en février parce que papa avait dit qu'il était un peu à court ce mois-ci. C'était les billets d'avion d'urgence pour Courtney en juin quand elle avait besoin de se retrouver à Cabo. C'était le traiteur pour leur fête d'anniversaire en septembre. J'étais le distributeur automatique de la famille, fiable, silencieux et toujours ouvert. Mais cette nuit-là, le chiffre m'a piqué à cause de ce qui s'était passé à peine une heure plus tôt. Mon fils Gavin a 7 ans. Il ne se soucie pas des sports ou des jeux vidéo. Il se soucie des étoiles. Il peut nommer chaque lune de Jupiter et vous dire exactement à quelle distance la lumière voyage en un an. Il est entré dans mon bureau, les yeux écarquillés et pleins d'espoir, tenant une brochure froissée. Il a montré un télescope. Ce n'était pas un jouet. C'était un télescope de débutant décent, au prix exact de 200 dollars. Maman, a-t-il dit, sa voix vibrant d'excitation. Tu crois que mamie Lorraine s'en souvient? Se souvient de quoi, mon chéri? Ai-je demandé en le prenant sur mes genoux. Elle a promis, a-t-il dit. Elle a dit que si j'avais que des A sur mon bulletin, elle m'offrirait le télescope pour Noël. J'ai eu les A, maman. Je lui ai montré le papier. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ma mère. Lorraine était une femme de grands gestes et de terribles suivis, surtout quand il s'agissait de Gavin. Pour elle, Gavin était trop calme, trop intellectuel, trop moi. Elle préférait les enfants de Courtney qui étaient bruyants, exigeants et qui faisaient bonne figure pour ses vidéos Facebook. J'ai essayé de gérer ses attentes. Chérie, mamie est très occupée. Peut-être que je devrais juste te l'acheter et on dira que c'est de. Non, a interrompu Gavin, l'air horrifié. C'est de la triche. Mamie a promis. Elle a dit, une promesse est un lien. Il la citait. Ma mère adore parler en citations inspirantes tout en ne faisant absolument rien pour être à leur hauteur. Je n'ai pas eu le cœur de briser son espoir. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai essayé de gérer les dégâts en coulisses. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à ma mère. Salut, maman. Juste pour vérifier la liste de Noël. As-tu réussi à commander ce télescope que Gavin voulait, le Skywatcher? Sinon, dis-le-moi et je peux aller le chercher et te le glisser pour que tu le lui donnes. Je ne veux juste pas qu'il soit déçu. J'ai regardé les 3 petits points apparaître et disparaître. Elle était en ligne. Elle l'a vu. 2 heures ont passé, puis 3. Finalement, mon téléphone a vibré. Arrête de tout micro-gérer, Meredith. Je suis la grand-mère. Je sais comment gâter mes petits-enfants. Je planifie ce Noël depuis des mois. Tout est géré. Contente-toi d'apporter le jambon. J'ai fixé l'écran. Tout est géré. Je voulais la croire. Je voulais désespérément croire que pour une fois, elle voyait mon fils, que pour une fois, je n'étais pas seulement le portefeuille et qu'il n'était pas seulement le petit-fils invisible. J'ai fermé mon tableur. J'ai versé le reste du vin dans l'évier. J'avais un mauvais pressentiment, le genre de lourde appréhension qui pèse sur la poitrine comme une pierre. Mais je l'ai refoulé. C'était Noël, après tout. Quel genre de monstre gâche Noël? Pour comprendre pourquoi j'étais si anxieuse, il faut comprendre Courtney.
Courtney a 30 ans et aux yeux de mes parents, elle n'a jamais rien fait de mal de sa vie. C'est l'enfant prodige. Quand nous étions enfants, la dynamique était gravée dans le marbre. J'étais la responsable. Courtney était l'esprit libre. Je me souviens de mon 10e anniversaire. Mes parents m'ont serré la main fermement et m'ont donné une calculatrice parce que j'étais doué en maths. 6 mois plus tard, pour le 6e anniversaire de Courtney, ils ont loué un poney. Un vrai poney. Ils ont organisé une fête dans le jardin avec un clown, un château gonflable et 40 invités. J'ai passé la journée à ramasser le crottin de poney pour ne pas abîmer l'herbe. Cette dynamique n'a jamais changé. Elle est juste devenue plus chère. La veille de Noël, j'étais dans ma cuisine, couverte de farine, en train de préparer les biscuits sans gluten et sans sucre spécifique que mon père prétendait être les seuls qu'il pouvait manger. Mon téléphone a sonné. L'écran a affiché « Courtney ». J'ai soupiré et j'ai répondu en haut-parleur. « Salut, Cour. Joyeux réveillon. Joyeux Noël », a-t-elle gazouillé. Sa voix était aiguë et essoufflée. « Écoute, mère. Tu amènes la grosse voiture demain. » J'ai fait une pause. Je conduis un SUV. Pourquoi? Eh bien, Travis et moi, on a un peu exagéré avec les cadeaux cette année, a-t-elle gloussé. Et maman a dit qu'elle a une montagne de trucs pour les enfants. On aura peut-être besoin d'aide pour tout ramener chez nous. Le camion de Travis est plein de son équipement. Travis est son mari. Il se dit entrepreneur, ce qui est un euphémisme pour « au chômage avec des hobbies coûteux ». J'amène Gavin, Cour, ai-je dit, en essayant de garder ma voix neutre. Et la nourriture. La voiture sera assez pleine. Oh, allez, Meredith, a-t-elle gémi. Tu peux rabattre les sièges. Gavin ne prend pas tant de place que ça. Il est minuscule. Fais en sorte que ça marche, d'accord? Oh, et maman a dit que tu couvrais la facture du traiteur pour le brunch de demain, n'est-ce pas? L'endroit m'a appelé pour confirmer le paiement, et je leur ai dit de t'appeler. Je me suis figé. Un emporte-pièce en suspens au-dessus de la pâte. Je n'ai jamais accepté de payer pour le traiteur, ai-je dit. Maman a dit qu'elle recevait. Oui, mais tu sais, maman et papa sont un peu justes en ce moment, a dit Courtney, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Et tu viens d'avoir ce gros bonus ou je ne sais quoi. C'est la famille, Meredith. Ne sois pas Scrooge. C'est seulement genre $600. $600 en plus des $15 000, en plus du jambon que je cuisinais actuellement, en plus de la charge émotionnelle de simplement exister dans cette famille. D'accord, ai-je dit. Ma voix était creuse. Je paierai. Tu es la meilleure. À demain. Elle a raccroché sans me demander comment j'allais. Sans demander comment allait Gavin. J'ai regardé la pâte à biscuits. J'avais appuyé si fort sur l'emporte-pièce que mes jointures étaient blanches. Gavin ne prend pas tant de place que ça. C'est la phrase qui est restée dans mon cerveau. Ce n'était pas juste un commentaire sur la voiture. C'était une description de toute son existence dans cette famille. Il était petit. Il était calme. Il ne demandait rien. Donc, il ne recevait rien. Pendant ce temps, les enfants de Courtney, Bella, 10 ans, Mason, 8 ans, et Wyatt, 5 ans, prenaient toute la place. Ils étaient bruyants, destructeurs et exigeants. Et mes parents vénéraient le sol sur lequel ils marchaient. J'ai mis la plaque de biscuits au four. Je suis allé dans le salon où Gavin était assis près de la fenêtre, regardant le ciel nocturne. « Maman » a-t-il demandé sans se retourner. « Oui, mon bébé. Tu crois que le Père Noël sait que je suis chez mamie demain? »« Oui, ai-je dit, la gorge serrée. »« Il le sait. »« Et mamie, elle a promis, n'est-ce pas? » Une promesse est un lien. Je me suis approché et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Il sentait le shampoing et l'innocence. « Oui, mon bébé. Une promesse est un lien. » J'ai prié un Dieu en qui je n'étais pas sûr de croire, pour que ma mère connaisse la définition de ce mot. Parce que si elle lui brisait le cœur demain, je n'allais pas seulement le réparer. J'allais brûler tout le système. Le matin de Noël s'est levé, gris et froid. Une légère neige tombait, poudrant le monde de blanc. Mais dans ma poitrine, on aurait dit un avis de tempête. Nous avons chargé la voiture. J'ai emballé le jambon, les 3 plateaux de biscuits spécialisés et les cadeaux que j'avais achetés pour tout le monde.
J'avais offert à mon père un nouveau jeu de mèches de perceuse haut de gamme qu'il convoitait. Pour maman, une écharpe en cachemire qui coûtait 300 $. Pour Courtney, un bon pour une journée au spa. Pour ses enfants, des jouets high-tech. Et pour Gavin, j'avais une pile de cadeaux de secours à la maison au cas où, mais je les ai laissés là. Je voulais que cette journée soit axée sur le lien familial qu'il désirait tant. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents prenait habituellement 40 minutes. Aujourd'hui, on aurait dit 5 minutes. Chaque borne kilométrique était un compte à rebours vers un désastre que je ne pouvais pas arrêter. Gavin vibrait sur la banquette arrière. Il s'était habillé d'une petite chemise à boutons et d'une cravate à clip. Je veux avoir l'air professionnel quand j'accepterai le télescope, m'avait-il dit. Comme un vrai astronome. Mon cœur s'est serré. Il avait 7 ans et agissait comme un professeur de 40 ans. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, on aurait dit une scène de film de Hallmark. Des couronnes à chaque fenêtre, des bonshommes de neige gonflables sur la pelouse. Ma mère a toujours donné la priorité à l'extérieur. Il fallait que ce soit parfait pour les voisins. Nous sommes entrés et le chaos nous a frappés comme un mur physique. Du bruit, des cris, des courses. Wyatt, 5 ans, est arrivé en courant dans le couloir et m'a percuté les jambes. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste rebondi et a continué à courir, en criant à propos d'un robot. Joyeux Noël, ai-je lancé, en tenant le lourd plateau de jambon. Ma mère, Lorraine, est sortie de la cuisine. Elle portait une robe en velours rouge et était entièrement maquillée, son téléphone déjà à la main, en train d'enregistrer. Et voici la tante riche, a-t-elle déclaré à son public de Facebook Live, en pointant la caméra sur moi. Meredith sourit. Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Mets du rouge à lèvres. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle n'a pas pris Gavin dans ses bras. Elle a juste fait un panoramique vers lui. Et voilà le petit Gavin. Dis bonjour à la caméra, Gavin. Salut, mamie, a dit Gavin, en s'avançant pour un câlin. Lorraine a reculé d'un pas, regardant toujours son écran. Attention à la robe, mon chéri. Tu as de la neige sur tes bottes. Va t'asseoir dans le salon. On commence les cadeaux dans 10 minutes. Elle s'est détournée, se reconcentrant sur Bella, qui posait dans les escaliers. Bella, mon ange, fais un tour. Oh, magnifique. Je suis resté dans le couloir, tenant le jambon, regardant les bras de mon fils tomber le long de son corps. Il a regardé ses bottes. Elles étaient à peine mouillées. J'ai pris une profonde inspiration. D'accord, ça va. Elle est juste stressée. Elle se donne en spectacle. Nous sommes entrés dans le salon. Mon père, Richard, était assis dans son fauteuil inclinable, une bière déjà à la main à 10 heures du matin. Et, Meredith, a-t-il grogné. Tu as apporté les mèches de perceuse? Joyeux Noël à toi aussi, papa, ai-je dit. Oui, elles sont dans le sac. Où est Courtney, ai-je demandé. Elle est dans la cuisine en train de faire des mimosas, a dit papa, les yeux rivés sur la télé. Travis est dehors en train de fumer. J'ai regardé le sapin de Noël. Ou plutôt, j'ai regardé la montagne où se trouvait le sapin. Je n'avais jamais vu autant de boîtes de ma vie. C'était grotesque. Emballée dans du papier doré et rouge brillant, la pile s'étendait sur 2 mètres à partir du sapin. On aurait dit moins une célébration de vacances qu'une explosion d'entrepôt. Les yeux de Gavin se sont écarquillés. Waouh, a-t-il murmuré. Ça fait beaucoup de télescopes. Je l'ai guidé vers un petit pouf dans le coin. Assieds-toi ici, mon grand. Je vais aller poser la nourriture. Je suis allé à la cuisine. Courtney était là, versant du champagne dans un verre. Elle avait l'air glamour et reposée. Et, a-t-elle dit. Merci pour le traiteur. Sérieusement, tu me sauves la vie. J'ai posé le jambon sur le comptoir avec un bruit sourd. De rien, ai-je dit froidement. Je suis retourné dans le salon. J'avais besoin d'être avec Gavin. J'avais besoin de le protéger. Je me suis assise sur la coudoir du fauteuil à côté de lui. Il a tendu la main et a pris la mienne. Sa main était froide. Maman, a-t-il murmuré. Tu vois une boîte longue et fine? J'ai scanné la pile. J'ai vu des boîtes de toutes formes et de toutes tailles, mais je ne pouvais pas lire les étiquettes d'ici. Je ne sais pas, mon bébé, ai-je dit. On verra bien.
Lorraine a tapé dans ses mains, se tenant au centre de la pièce comme un maître de piste. Très bien, tout le monde. Travis, viens ici. C'est l'heure. Elle a installé un trépied pour son téléphone. Elle voulait enregistrer tout le truc. Elle voulait que le monde voie quelle grand-mère généreuse et aimante elle était. J'ai sorti mon propre téléphone, mais pas pour enregistrer. J'ai ouvert l'application Notes. J'avais le sentiment que j'allais devoir tenir les comptes. L'air dans la pièce était lourd, sentant les aiguilles de pin et la cupidité. Ma mère a pris sa position près du sapin, ramassant la première boîte. Elle était emballée dans du papier d'aluminium doré avec un énorme ruban rouge. Pour ma belle Bella, a-t-elle annoncé, sa voix s'élevant pour la caméra qui enregistrait. Bella a poussé un cri aigu, déchirant le papier. C'était un iPad Pro flambant neuf, pas le modèle de base. Le Pro avec le crayon et l'étui clavier. C'était facilement un cadeau de $1200. Oh mon Dieu, a crié Bella. Merci, mamie. Courtney a applaudi. Travis a sifflé. Papa a pris une gorgée de sa bière. Lorraine rayonnait. Le prochain, pour Mason. Elle a tendu à Mason une boîte qui contenait un overboard, du genre avec les lumières LED et les haut-parleurs Bluetooth. $300. Pour Wyatt. Un énorme ensemble Lego, l'étoile de la mort. $400. J'ai regardé Gavin. Il souriait. Un sourire poli et patient. Il a applaudi pour ses cousins. Il était sincèrement heureux pour eux. Il était assis, les mains jointes sur ses genoux, ses petites jambes se balançant du pouf, attendant son nom. D'accord, le suivant. Lorraine a attrapé une autre boîte pour Courtney. Un sac à main de créateur. Gucci. J'ai reconnu le logo. Le suivant pour Travis, un nouveau casque de jeu. Le suivant pour Bella encore, un ensemble d'écouteurs sans fil à réduction de bruit. J'ai regardé mon application de notes. J'ai tapé, Bella 2, Mason 1, Wyatt 1, Courtney 1, Travis 1, Gavin 0. La distribution a continué. Ce n'était pas aléatoire. C'était un déluge. Mason a eu un drone. Wyatt a eu une Jeep motorisée pour conduire dans la cour. Bella a eu une collection de kits de maquillage coûteux. Courtney a eu un forfait spa. Même Travis a eu un ensemble de whisky chic. La pile a commencé à diminuer. La montagne de papier a grandi sur le sol, une mer de déchets s'élevant autour des enfants de ma sœur. Gavin s'est agité sur son siège. Il s'est penché vers moi. Maman, a-t-il murmuré. Est-ce qu'elle garde les plus gros pour la fin? Oui, mon bébé, ai-je menti. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Habituellement, les meilleurs cadeaux sont pour la fin. J'ai continué à compter. 20 cadeaux. 30 cadeaux. Mon père a eu les mèches de perceuse que je lui avais achetées. Il m'a fait un signe de tête. Merci. Puis il a ouvert une télévision à écran plat de 60 pouces de la part de maman. 40 cadeaux. La pile était presque vide. Je scrutais le sol, cherchant n'importe quoi avec le nom de Gavin, cherchant la forme d'un télescope, cherchant un livre, cherchant une paire de chaussettes, n'importe quoi. 45 cadeaux. Bella a ouvert une carte cadeau Sephora. $100. 46 Mason a ouvert un jeu vidéo. 47 Wyatt a ouvert un dinosaure en peluche géant. 48 Il est resté une boîte sous le sapin. Une petite boîte carrée. Gavin s'est redressé. Il a pris une profonde inspiration. C'était ça. C'était peut-être une lentille. Peut-être une carte cadeau pour le télescope. Lorraine l'a ramassé. Et ce dernier est pour Bella. Bella l'a arraché. Une paire de boucles d'oreilles. Et c'est tout. Lorraine a levé les bras en l'air, souriant au trépied. Joyeux Noël, tout le monde. Maintenant, qui a faim? Je sens le jambon. La pièce a éclaté de bruit. Les enfants déchiraient les emballages. Courtney serrait maman dans ses bras. Travis installait le drone. Je suis restée assise là, figée. Le silence dans ma tête était assourdissant. J'ai regardé Gavin. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas fait de crise de colère. Il est resté assis là. Il a regardé l'espace vide sous le sapin. Puis il a regardé sa grand-mère. Puis il a regardé ses mains.
Son menton a tremblé une fois. Juste une fois. Puis il s'est mordu la lèvre, la forçant à s'arrêter. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux écarquillés, confus et remplis d'une douleur si vive que j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait poignardé dans la poitrine. « Maman » a-t-il articulé. Il n'a pas fait de bruit, juste la forme du mot. J'ai regardé la liste sur mon téléphone. La famille de Courtney, 48 cadeaux. Valeur, environ $5000. Gavin, 0 cadeau. Valeur, 0. Ce n'était pas une erreur. On n'achète pas accidentellement 48 choses pour 3 enfants et 0 pour le 4e. C'était une déclaration. Ma vision s'est rétrécie. Le son de Bella hurlant sur son iPad ressemblait à une sirène. Je me suis levé. Mes jambes me semblaient lourdes mais stables. « Maman » ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a percé le bruit. Lorraine s'est tournée, un verre de mimosa à la main. « Quoi, ma chérie? Ne sont-ils pas gâtés ?» J'ai un peu exagéré. « Tu as oublié quelqu'un » ai-je dit. Elle a froncé les sourcils, feignant la confusion. « Qui ? » J'ai eu Travis. J'ai eu Courtney. J'ai eu. Tu n'as rien offert à Gavin, ai-je dit. Pas une seule chose. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence paisible d'une chute de neige, mais le silence tendu d'un fil sur le point de se rompre. Travis a interrompu l'installation de son drone. Courtney a levé les yeux de son nouveau sac. Lorraine a regardé Gavin, puis moi. Elle a laissé échapper un rire court et nerveux. Oh, arrête d'être dramatique, Meredith. Je ne lui ai rien offert. J'ai montré le sapin. Il n'y a rien là-bas, maman. Tu lui as promis un télescope. Il a eu que des as. Tu as promis. Lorraine a agité la main d'un air dédaigneux. Oh, ça. J'ai voulu le commander et honnêtement, j'ai juste été submergé. Il y avait tellement de choses à acheter pour Bella et les garçons, et tu sais à quel point leurs listes sont exigeantes. Ça a dû m'échapper. Ça lui a échappé. Elle a oublié que mon fils existait en achetant 48 cadeaux pour ses cousins. C'est bon, a-t-elle continué, sa voix prenant ce ton défensif que je connaissais si bien. Je vais lui donner un billet de $20 de mon portefeuille. C'est un garçon intelligent. Il comprend. Il n'a pas besoin de jouer comme les autres enfants. Il est solitaire. Solitaire. Elle a fait sonner ça comme une maladie. Travis a gloussé depuis le sol. Il ouvrait un paquet de piles. Pas de chance, gamin, a-t-il dit, sans même regarder Gavin. La vie n'est pas juste. Vaut mieux la prendre maintenant. Courtney est intervenue. Sérieusement, Meredith, ne gâche pas l'ambiance. Maman a travaillé très dur pour ça. Tu peux lui acheter le télescope toi-même. C'est toi la riche. Quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que ça ne s'est pas brisé. Peut-être que ça s'est finalement fusionné en quelque chose de plus dur que l'os. J'ai regardé mon fils. Il essayait de se faire aussi petit que possible sur ce pouf. On aurait dit qu'il voulait disparaître dans le tissu. Il les croyait. Il croyait qu'il ne valait pas la peine qu'on se souvienne de lui. Il croyait qu'il était solitaire et indigne. Je me suis penché à son niveau. Gavin, regarde-moi. Il a levé les yeux, ses yeux nageant dans des larmes non versées. Tu n'es pas invisible, ai-je murmuré avec férocité. Et tu n'es pas oublié. Pas par moi. Jamais par moi. Je me suis levé. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé Gavin. Mets ton manteau, Gavin. On s'en va. Quoi, a sèchement répliqué Lorraine. Vous ne pouvez pas partir. On n'a pas mangé. Le jambon est ici. Tu as payé pour le traiteur. J'ai attrapé le manteau de Gavin de la pile. Je l'ai aidé à enfiler ses bras. Je l'ai remonté jusqu'à son menton. Je me fiche du jambon, maman. J'ai attrapé mon sac à main. Je n'ai pas pris les cadeaux que j'avais apportés. J'ai laissé les mèches de perceuse. J'ai laissé l'écharpe. J'ai laissé le bon pour le spa. Il ne les méritait pas. Meredith, a aboyé papa depuis son fauteuil. Assieds-toi. Tu es hystérique. C'est Noël. Ne punis pas la famille juste parce que ta mère a fait une erreur. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait, papa,
ai-je dit, ma voix tremblant de rage froide. Acheter 48 cadeaux pour un groupe de petits-enfants et 0 pour l'autre, ce n'est pas une erreur. C'est un choix. C'est de la cruauté. J'ai pris la main de Gavin. Sa petite main serrait la mienne si fort que ses jointures étaient blanches. Allez, mon grand. On y va. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Lorraine a couru après nous, ses talons claquant sur le parquet. Si tu franchis cette porte, Meredith, n'ose pas revenir. Tu gâches Noël pour tout le monde. Regarde Bella. Elle pleure parce que tu cries. Je me suis arrêté à la porte. Je me suis retourné. Bella ne pleurait pas. Elle jouait à Minecraft sur son nouvel iPad, nous ignorant complètement. J'ai regardé ma mère dans les yeux. Ce n'est pas moi qui gâche Noël, maman. C'est toi qui l'as fait quand tu as décidé que mon fils n'avait pas d'importance. Et ne t'inquiète pas, on ne reviendra pas, j'ai ouvert la porte. Le vent froid nous a frappés, mordant et vif. Il semblait plus pur que l'air à l'intérieur de cette maison. J'ai claqué la porte derrière nous. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. La neige tombait plus fort maintenant. J'ai attaché Gavin dans son rehausseur. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour que le loquet s'enclenche. « Tu vas bien ?» lui ai-je demandé. Il a regardé par la fenêtre la maison. Il pouvait voir la lueur chaude des lumières de Noël. Il pouvait probablement voir les ombres de ses cousins jouant avec leur butin. « Je vais bien » a-t-il dit doucement. Sa voix semblait plus vieille que 7 ans. Je suis monté côté conducteur. J'ai agrippé le volant. J'avais envie de crier. J'avais envie de foncer avec la voiture dans leur fenêtre de devant. J'avais envie de retourner à l'intérieur et de mettre le feu au sapin. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai démarré le moteur. J'ai reculé de l'allée. Alors que nous descendions la rue, mon téléphone a commencé à vibrer. BZZ, BZZ, BZZ. Il était connecté au Bluetooth de la voiture. Le visage de maman est apparu sur l'écran du tableau de bord. Répondre? Ignorer. Papa. Ignorer. Courtney. Ignorer. J'ai tendu la main et j'ai éteint le Bluetooth. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. Le silence dans la voiture était lourd. Ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence d'un enfant en train de traiter un traumatisme. 10 minutes après le début du trajet, Gavin a parlé. « Maman ? » ?»« Oui, mon bébé. »« J'ai fait quelque chose de mal ? » ?»« J'ai failli faire une embardée. J'ai garé la voiture sur le bas-côté. Je me suis mis au point mort et j'ai allumé les feux de détresse. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et je me suis retourné pour lui faire face. Non. Non, Gavin. Tu me regardes. Tu n'as absolument rien fait de mal. Tu as eu que des as. Tu es gentil. Tu es intelligent. Tu es merveilleux. Alors pourquoi le Père Noël m'a-t-il sauté? Pourquoi mamie m'a-t-elle sauté? C'est parce que je ne suis pas amusant? Comme Mason? Oh mon Dieu, les dégâts. Ils prenaient déjà racine. Non, chérie. C'est parce que mamie est brisée. Son cœur est confus. Elle ne sait pas comment aimer correctement. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos d'elle. Il m'a regardé, cherchant la vérité sur mon visage. Je vais me rattraper, ai-je promis. On va avoir notre propre Noël. Mieux que ça. Il a hoché la tête, mais la lumière dans ses yeux était faible. On peut juste rentrer à la maison. Je veux juste aller dans ma chambre. Oui, on rentre à la maison. Je me suis réinséré sur l'autoroute. J'ai conduit avec une concentration unique. Les larmes coulaient sur mon visage maintenant, chaude et en colère, mais je me suis assuré de ne pas faire de bruit. Je ne pouvais pas le laisser me voir m'effondrer. Je devais être le roc. Mais en conduisant, la tristesse a commencé à durcir. Elle s'est calcifiée en quelque chose de tranchant et de dangereux. Ils avaient pris mon argent pendant des années. Ils avaient pris mon temps. Ils avaient pris mon énergie. Et je l'avais donné en pensant que j'achetais de l'amour. Mais aujourd'hui, ils s'en étaient pris à mon fils. Ils lui avaient fait du mal pour se sentir puissant. Et c'était une déclaration de guerre. Cette histoire ne fait que commencer. Si vous aimez, s'il vous plaît,
prenez un moment pour cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne et commenter ci-dessous le nom de la ville d'où vous regardez. Chaque commentaire aide cette vidéo à toucher plus de monde. Merci beaucoup. Nous sommes rentrés vers 13 h. La maison était calme et sûre. Gavin est allé directement dans sa chambre. Il n'a pas claqué la porte. Il l'a juste fermée doucement. Ce clic a été le son le plus triste que j'ai jamais entendu. Je ne suis pas allé à la cuisine. Je n'ai pas commencé à préparer le déjeuner. Je suis allé directement à mon bureau à domicile. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'étais plus Meredith la fille. Je n'étais plus Meredith la sœur. J'étais Meredith la directrice financière. Et j'allais auditer ma vie. D'abord, j'ai commandé le télescope, le meilleur que j'ai pu trouver sur Amazon qui pouvait être livré le lendemain. J'ai payé un supplément pour une livraison à 7 h du matin. Puis, je me suis connecté à mon compte bancaire. Depuis 5 ans, j'avais donné à mes parents des cartes d'utilisateurs autorisées sur mon compte American Express Platinum. Je leur avais dit que c'était uniquement pour les urgences, prescriptions, réparations urgentes de la maison. J'ai consulté le relevé. 24 décembre, Best Buy, 1200 $. 24 décembre, Toys R Us, 800 $. 23 décembre, Liquor Barn, 400 $. Ils n'avaient pas seulement oublié mon fils. Ils avaient utilisé mon argent pour acheter les cadeaux des enfants de Courtney. Ils avaient utilisé ma carte de crédit pour financer le spectacle qui excluait mon enfant. Un cri s'est formé dans ma gorge, mais je l'ai ravalé. J'ai cliqué sur « Gérer les cartes ». J'ai sélectionné la carte de Richard. Annuler immédiatement. J'ai sélectionné la carte de Lorraine. Annuler immédiatement. Ensuite, je me suis connecté à mon portail d'assurance vie. J'ai une police d'une valeur de 1,2 million de $. Étant mère célibataire, je l'avais configuré de sorte que si je mourais, 50% irait à Gavin et 50% à mes parents et à Courtney pour qu'ils le gèrent pour lui, parce que je pensais qu'il s'occuperait de lui. Quelle blague. J'ai cliqué sur « Modifier les bénéficiaires ». J'ai supprimé Richard. J'ai supprimé Lorraine. J'ai supprimé Courtney. J'ai désigné comme bénéficiaire principal Gavin Meredith Moore, à 100%, qui sera détenu dans une fiducie jusqu'à ses 25 ans. J'ai rédigé un email à mon avocat, Monsieur Henderson. Objet, mise à jour urgente du testament et de la fiducie. Corps, cher Robert, avec effet immédiat, je dois retirer mes parents et ma sœur de tous les mandats de protection et des plans de succession. Ils ne doivent avoir aucun accès à mes biens ou à mon fils. Veuillez rédiger les documents pour que je les signe mardi. J'ai cliqué sur envoyer. J'ai eu l'impression de me couper un membre. Ça faisait mal. C'étaient mes parents. Mais en regardant les écrans de confirmation, je me suis senti plus légère. Le lien était coupé. J'en avais fini d'être le distributeur automatique. J'en avais fini d'être le paillasson. Je suis allé dans la chambre de Gavin. J'ai frappé doucement. Mon grand, je peux entrer? Il était allongé sur son lit, fixant le plafond. Maman, a-t-il demandé. Oui. Pourquoi mamie ne m'aime pas? Je me suis allongé à côté de lui. J'ai enroulé mes bras autour de sa petite silhouette. Elle t'aime de la meilleure façon qu'elle sait, Gavin. Mais son récepteur est cassé. Elle ne peut pas diffuser le signal correctement. Mais moi, je t'aime. Je t'aime assez pour le monde entier. On s'est endormi comme ça, blotti dans son lit simple pendant que mon téléphone dans l'autre pièce vibrait, vibrait et vibrait. Le lendemain matin, 26 décembre, était un lundi. La plupart des gens étaient encore en congé, mais les banques et les garages étaient ouverts. Je me suis réveillé tôt pour recevoir la livraison du télescope. Quand Gavin a vu la boîte, son visage s'est illuminé. Ce n'était pas la même joie pure que si elle venait de mamie. Cette blessure était encore fraîche, mais c'était un début. On l'a installée près de la fenêtre. À 9h15, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai fixé l'écran. J'ai hésité à répondre, mais je savais que si je ne le faisais pas, il se pointerait à ma porte. J'ai décroché en haut-parleur. Je voulais des témoins, même si le témoin n'était que ma cafetière. Bonjour, papa. Meredith. Enfin. Pourquoi tu ne répondais pas?
J'étais occupé, ai-je dit calmement. Écoute, laisse tomber ton attitude, a-t-il sèchement répliqué. J'ai un problème. Je suis chez le mécanicien. Le camion a commencé à faire ce bruit de grincement en allant chercher des cigarettes. Ils disent que la transmission est foutue. J'ai pris une gorgée de café. D'accord. Et a crié papa. Et la facture est de 7500 $. J'ai essayé d'utiliser l'Amex que tu m'as donné et le gars a dit qu'elle était refusée. Refusée, Meredith. C'est embarrassant, non? Tu dois appeler la banque tout de suite et arranger ça ou juste me virer l'argent. J'ai failli rire. L'audace était à couper le souffle. Moins de 24 heures auparavant, il était assis dans un fauteuil et regardait mon fils pleurer. Maintenant, il voulait 7000 $. Non, ai-je dit. Silence. La ligne est restée silencieuse pendant 3 secondes. Que as-tu dit? J'ai dit non, papa. J'ai annulé les cartes. Tu les as annulées. Pourquoi? À cause d'hier. Tu es sérieuse? Tu vas laisser ton père en plan chez un mécanicien à cause d'une crise pour un jouet? Ce n'était pas un jouet, papa. C'était mon fils. Et ce n'était pas une crise. C'était une prise de conscience. Une prise de conscience de quoi? A-t-il craché. Que tu es une gamine vengeresse? Que j'en ai fini de financer des gens qui traitent mon enfant comme s'il était invisible, ai-je dit. Vous n'avez pas dépensé un centime pour Gavin. Vous avez dépensé des milliers pour les enfants de Courtney, en utilisant ma carte, j'ai remarqué. Alors tu peux demander l'argent à Courtney. Courtney n'a pas ce genre d'argent. Tu le sais. Pas mon problème, ai-je dit. Meredith, s'il te plaît. Sa voix est passée de la colère à la supplication. C'est le camion. J'ai besoin du camion. Je ne peux pas conduire la berline dans la neige. Juste cette fois. Je te rembourserai. Tu ne m'as pas remboursé pour le toit, le chauffe-eau ou les vacances de 2019. Papa, tu me dois plus de 40 000 $. La banque est fermée. Je suis ton père, a-t-il crié. Tu me dois ça. Je t'ai élevé. Tu m'as élevé pour être un distributeur automatique, ai-je dit. Et la machine est en panne. Débrouille-toi. Rentre à pied. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. C'était la montée d'adrénaline de s'être enfin affirmé. J'ai bloqué son numéro. J'ai regardé Gavin. Il scrutait à travers son nouveau télescope un oiseau dans l'arbre dehors. C'est quel genre d'oiseau, ai-je demandé, ma voix stable. Un cardinal, a-t-il dit. Il est rouge. Le rouge est une belle couleur, ai-je dit. Les retombées ont été immédiates. En psychologie, on appelle ça une explosion d'extinction. Quand vous arrêtez de renforcer un comportement, le sujet fait une crise de colère massive pour essayer de récupérer la récompense. Ma famille explosait. Puisque j'avais bloqué papa et maman, ils ont lâché les singes volants. Courtney m'a envoyé des textos depuis 3 numéros différents. Texto 1, tu es un monstre. Papa a dû marcher 3 kilomètres dans la gadoue. Texto 2, maman pleure tellement qu'elle a vomi. Comment peux-tu être si cruel? Texto 3, j'espère que tu es contente. Tu es riche, seule et malheureuse. Puis sont venues les notifications Facebook. Ma cousine, que je n'ai pas vue depuis 10 ans, a publié sur mon mur, la famille, c'est tout. Honte à ceux qui tournent le dos à leurs parents pour de l'argent. Ma tante, la sœur de Lorraine, m'a envoyé un message, Meredith, excuse-toi auprès de ta mère. Elle est âgée. Tu la tues avec le stress. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas écrit un long paragraphe expliquant ma version des faits. J'ai fait une chose. J'ai pris la vidéo que j'avais secrètement enregistrée à la maison, juste un panoramique de 10 secondes de la pièce montrant la montagne de cadeaux pour les autres enfants et Gavin assis seul. Je ne l'ai pas publié publiquement. Je l'ai envoyé à la conversation de groupe de la famille. Légende, 48 cadeaux pour les enfants de Courtney. 0 pour Gavin. Payé avec ma carte de crédit. Ce n'est pas moi qui ai tourné le dos. C'est juste moi qui ai arrêté de payer pour le couteau avec lequel vous m'avez poignardé.
Puis j'ai quitté la conversation de groupe. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était tante Joyce, la sœur de mon père. C'était la seule de la famille qui avait jamais été gentille avec moi, mais elle restait généralement en dehors des histoires. J'ai soupiré et j'ai décroché. J'étais prête à me battre. Allô, Joyce? Meredith, a-t-elle dit. Sa voix était calme. Si tu appelles pour me dire de payer pour le camion, ne le fais pas, ai-je dit sur la défensive. Non, a-t-elle dit. J'appelle parce que j'ai vu la vidéo que tu as postée dans le chat avant de partir. Oh, ma chérie, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce qu'ils ne lui ont vraiment rien donné? Oui, ai-je dit, sentant les larmes me piquer les yeux à nouveau. Pas une seule chose. Il y a eu une longue pause. C'est méprisable, a dit Joyce. Sa voix était dure. J'ai toujours su que Lorraine faisait des favoris, mais ça, c'est diabolique. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Tu penses que j'ai raison. Je pense que tu aurais dû le faire il y a des années, a-t-elle dit. Écoute-moi. Ne leur donne pas un centime. Si Richard a besoin d'une transmission, dis-lui de vendre son bateau. Et Meredith? Oui. Amène Gavin ici le week-end prochain. J'ai de vieux livres de science-fiction de l'époque où mes garçons étaient petits. Je pense qu'il aimerait. Merci, tante Joyce, ai-je murmuré. J'ai raccroché. Je n'étais pas entièrement seul. J'avais une alliée, et parfois, une seule suffit. Janvier a été un mois froid et calme. Le silence de mes parents était déconcertant mais paisible. Je me suis concentré sur Gavin. Il guérissait, mais la cicatrice était là. Il a arrêté de poser des questions sur sa grand-mère. Il a arrêté de dessiner des images de la famille. Il est devenu obsédé par l'espace, plus qu'avant. C'était sûr, là-haut dans le vide. Personne ne pouvait vous faire de mal dans un vide. Un samedi, je l'ai trouvé en train de fixer le plafond blanc de sa chambre. C'est trop vide, a-t-il dit. Tu veux le peindre, ai-je demandé. Il m'a regardé. On peut le peindre en noir comme l'espace. Faisons mieux, ai-je dit. On est allé au magasin de bricolage. On a acheté de la peinture bleu nuit profond. On a acheté de la peinture phosphorescente haut de gamme, du genre invisible le jour mais qui brille intensément la nuit. On a acheté des pochoirs de constellations. On a passé tout le week-end sur des échelles. On a mis une playlist de rock des années 80. On a chanté dans des rouleaux de peinture. Je l'ai observé. Il a ri quand il s'est mis de la peinture bleue sur le nez. Il s'est concentré intensément en peignant la ceinture d'Orion. Maman, a-t-il demandé, en s'arrêtant avec son pinceau en l'air. Oui, mon grand. Est-ce que je suis invisible? J'ai failli tomber de l'échelle. Je suis descendu et je l'ai pris dans mes bras. De la peinture a maculé ma chemise, mais je m'en fichais. Pourquoi demanderais-tu ça? Parce que mamie ne m'a pas vu. Même quand j'étais assis juste là, j'avais l'impression d'être un fantôme. J'ai pris son visage dans mes mains. Ses yeux étaient si sombres et sérieux. Tu n'es pas un fantôme, Gavin. Tu es une étoile. Sais-tu ce que font les étoiles? Elles brillent. Elles brûlent, ai-je dit. Elles brûlent si fort qu'on peut les voir à des millions de kilomètres. Mamie. Mamie ne fait que regarder le sol. C'est sa perte. Mais moi, je te vois. Le monde te voit. Tu es la chose la plus brillante de mon univers. Il a souri. Un vrai sourire. Un qui a atteint ses yeux. D'accord, a-t-il dit. On peut peindre Saturne maintenant. Oui, on peut peindre Saturne. Cette nuit-là, quand on a fini, on a éteint les lumières. Le plafond a pris vie. Des centaines d'étoiles, de planètes et de galaxies brillaient au-dessus de nous. C'était magique. C'est notre monde, lui ai-je dit. Et personne n'entre à moins de savoir regarder en l'air. La paix a duré jusqu'en mars, 2 semaines avant le 8e anniversaire de Gavin. J'étais à mon bureau en train d'examiner un rapport trimestriel quand la réceptionniste m'a appelé. Madame Moore. Il y a un monsieur ici pour vous voir. Il dit que c'est une affaire juridique. Mon estomac s'est noué. Je suis sorti dans le hall. Un homme en costume bon marché m'a tendu une épaisse enveloppe manille. Meredith Moore.
Vous avez été assigné. J'ai pris l'enveloppe et je suis retourné à mon bureau. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Cour supérieure de l'État de l'Ohio. Requête pour le droit de visite des grands-parents. Requérant, Richard et Lorraine Miller. Intimé, Meredith Moore. Ils me poursuivaient en justice. Ils me poursuivaient vraiment en justice. J'ai lu le jargon juridique. Ils prétendaient que j'avais, soudainement et malicieusement aliéné l'enfant de ses grands-parents aimants. Ils prétendaient avoir une relation significative et affective avec Gavin que je détruisais par dépit. Ils demandaient un week-end sur 2 et 2 semaines en été. J'ai ri. C'était un rire hystérique et terrifié. Ils ne voulaient pas voir Gavin. Ils le regardaient à peine quand ils y avaient accès. C'était une question de contrôle. C'était une question de punition. Ils voulaient me forcer à interagir avec eux, à me forcer à reconnaître leur pouvoir. J'ai immédiatement appelé Monsieur Henderson. Robert, ai-je dit, la voix tremblante. Ils m'ont poursuivi. Je sais, a-t-il dit calmement. Je viens de recevoir l'avis numérique. Meredith, respire. Ils ne peuvent pas le prendre, n'est-ce pas, ai-je demandé. Dans cet état, les droits des grands-parents sont délicats, a-t-il expliqué. Ils doivent prouver 3 choses. 1. Qu'ils ont une relation préexistante significative. 2. Qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant de la maintenir. Et 3. Que votre refus de visite causera du tort à l'enfant. Ils l'ont oublié à Noël. Ai-je crié. On le sait, a dit Robert. Mais on doit le prouver. On a besoin de preuves. J'ai besoin que tu rassembles tout. Chaque texto, chaque email, chaque photo des 5 dernières années. On va les enterrer sous la découverte. J'ai raccroché. Je me sentais mal. Mais ensuite, j'ai regardé la photo encadrée de Gavin sur mon bureau. Il souriait sous son plafond galactique. Il voulait se battre. Très bien. J'étais la directrice financière. Je savais comment documenter une perte. Les 3 mois suivants ont été un cauchemar de saisie de données. J'ai dû passer en revue 7 ans d'historique numérique. C'était comme gratter une croûte encore et encore. J'ai imprimé les journaux de texto. Pièce A, invitation d'anniversaire. J'ai trouvé 5 ans de textos où je les invitais aux fêtes d'anniversaire de Gavin. Année 3, désolé, on est au casino. Année 4, on ne peut pas venir. Courtney a besoin d'aide avec les jumeaux. Année 5, trop loin à conduire. Année 6, pas de réponse. Année 7, pas de réponse. J'ai imprimé les relevés financiers. Pièce B, la demande contre le don. J'ai créé une feuille de calcul. Colonne A, fois où Lorraine a posé des questions sur Gavin. Total, 14 fois en 7 ans. Colonne B, fois où Lorraine a demandé de l'argent. Total, 63 fois en 7 ans. J'ai trouvé la vidéo, celle de Noël. Je l'ai sauvegardée sur 3 disques durs différents. Puis j'ai trouvé la preuve irréfutable. Un fil de discussion sur Facebook entre Lorraine et sa sœur. Tante Joyce me l'a envoyé. Lorraine, je ne sais pas pourquoi Meredith en fait tout un plat. Gavin est un enfant bizarre. Il est ennuyeux. Je préfère de loin dépenser de l'argent pour Bella et les garçons. Il l'apprécie. Gavin ne fait que te regarder. Ça faisait mal à lire. Ça faisait mal de savoir que ma mère pensait que mon fils était bizarre et ennuyeux. Mais légalement, c'était de l'or. En mai, nous avons eu une déposition. J'ai dû m'asseoir dans une salle de conférence en face de mes parents. Ils avaient l'air plus âgés. Papa avait l'air en colère. Maman avait l'air d'une victime tragique dans un cardigan noir. Ils ont refusé de me regarder dans les yeux. Mon avocat, Monsieur Henderson, était un requin. Il s'est assis et a souri. M et Madame Miller, a-t-il commencé. Vous prétendez avoir un lien profond avec l'enfant. Oui, a reniflé Lorraine. Nous l'aimons tendrement. Nous l'avons pratiquement élevé. J'ai noté ça. Mensonge. Et vous prétendez que Madame Moore le tient à l'écart malicieusement. Oui, a dit papa. Elle utilise le garçon comme un pion parce qu'on ne lui a pas prêté d'argent. J'ai failli m'étouffer. Me prêter de l'argent? Monsieur Henderson n'a pas scié. Il a juste fait glisser un papier sur la table. Pouvez-vous me dire le 2e prénom de Gavin?
Lorraine a cligné des yeux. C'est Richard, comme son grand-père. Faux, a dit Monsieur Henderson. C'est Meredith. Son deuxième prénom est Meredith. Pouvez-vous me dire qui est son pédiatre? Silence. Pouvez-vous me dire ce qu'il veut être quand il sera grand? Un médecin, a deviné Lorraine. Un astronome, a dit Monsieur Henderson. Il les a interrogés pendant 4 heures. À la fin, il transpirait. Il ne pouvait répondre à aucune question de base sur l'enfant qu'il prétendait tant aimer. Quand on est parti, papa m'a sifflé dans le couloir. Tu es une Meredith sans cœur. J'ai souri. Et vous êtes un étranger pour mon fils. Laissons le juge décider qui est le pire. L'audience a eu lieu en août. C'était une journée chaude et humide. On était assis au tribunal de la famille. La juge était une femme sévère avec des lunettes au bout du nez. La juge Patterson. Lorraine a pris la barre. Elle a fait la performance de sa vie. Elle a pleuré. Elle a parlé de faire des biscuits avec Gavin, jamais arrivé. Elle a parlé de lui lire des histoires pour s'endormir, jamais arrivé. Elle m'empêche de voir mon petit-fils, a sangloté Lorraine. C'est de la maltraitance de personnes âgées. Puis ce fut notre tour. Monsieur Henderson s'est levé. Votre honneur, a-t-il dit. Nous n'avons qu'une seule preuve que nous aimerions présenter à la cour. Il a installé un moniteur. Il a passé la vidéo. La salle d'audience était silencieuse. À l'écran, le chaos du matin de Noël s'est déroulé. La pile de cadeaux pour les autres enfants. Les rires. Puis la caméra a fait un panoramique sur Gavin, assis seul, les mains jointes, attendant. Puis ma voix dans la vidéo. Vous n'avez rien offert à Gavin. Et la voix de Lorraine. J'ai oublié. Il est solitaire. Il n'a pas besoin de jouets. La juge Patterson l'a regardé 2 fois. Son visage était impassible. Puis Monsieur Henderson a soumis la feuille de calcul des cadeaux. 48-0. Il a soumis les journaux de texto. Les messages Facebook qualifiant Gavin d'ennuyeux. L'avocat de Lorraine a essayé de s'opposer, prétendant que c'était sorti de son contexte. La juge Patterson a levé la main. Asseyez-vous, maître. Elle s'est tournée vers mes parents. M et Madame Miller, a-t-elle dit. Sa voix était glaciale. En 20 ans de magistrature, j'ai vu beaucoup de cas tristes, mais j'ai rarement vu une démonstration aussi documentée d'indifférence cruelle envers un enfant. Lorraine s'est levée. Mais votre honneur, on l'aime. C'était une erreur. La juge a frappé son marteau. Ce n'était pas une erreur, Madame Miller. C'était un schéma. Vous n'avez pas de relation avec cet enfant. Vous avez une relation avec l'idée d'être grand-parent, mais vous avez échoué dans l'exécution. Elle m'a regardé. Madame Moore, la requête est rejetée avec préjudice. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas la redéposer. Vous obtenez une ordonnance restrictive permanente leur interdisant de contacter l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Merci, votre honneur, ai-je murmuré. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant bruyamment. Mon père est devenu violet. En sortant de la salle d'audience, je me suis senti plus légère de 5 kilos. Je suis passé devant eux. Je ne les ai pas regardés. Ce n'étaient que des gens dans un couloir. Des étrangers. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement à l'école de Gavin. Je l'ai récupéré plus tôt. Où est-ce qu'on va, a-t-il demandé. On va manger une glace, ai-je dit. Et puis au musée des sciences. C'est une occasion spéciale, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. C'est le jour de l'indépendance. 3 ans ont passé. Gavin a eu 10 ans, puis 11. On était heureux. Notre vie était calme, mais elle était pleine. Gavin a rejoint un club de robotique. Il s'est fait des amis, de vrais amis qu'il aimait pour son intelligence tranquille. Il riait plus. L'ombre d'être l'oublié s'est estompée, remplacée par la confiance d'un garçon qui savait qu'il était le centre du monde de sa mère. J'ai eu des nouvelles de ma famille par le bouche à oreille, principalement par tante Joyce. Sans mon soutien financier, le château de cartes s'est effondré. Le camion de papa n'a jamais été réparé correctement. Il l'a vendu à perte. Maman ne pouvait plus se permettre ses rendez-vous hebdomadaires chez le coiffeur ou ses virées shopping. Mais le plus gros coup a été pour Courtney. Apparemment,
Travis, elle, entrepreneur, l'a quitté pour une barista de 20 ans. Ils ont divorcé. Courtney, sans emploi et avec 3 enfants exigeants, a dû retourner vivre chez papa et maman. L'enfant prodige vivait maintenant au sous-sol avec les petits-enfants prodiges. Joyce m'a dit que c'était une zone de guerre. Les enfants étaient adolescents maintenant et ils étaient en colère. Ils avaient été gâtés pourris et maintenant que l'argent avait disparu, ils mettaient la maison sens dessus dessous. Lorraine était malheureuse. Elle avait créé des monstres et maintenant elle devait vivre avec eux. Un jour, j'ai reçu une lettre par la poste. L'écriture était tremblante. C'était de papa. Meredith. Je t'écris parce que ta mère ne va pas bien. Sa tension artérielle est élevée. J'ai du prédiabète. On est vieux, Meredith. On n'a plus beaucoup de temps. On te pardonne pour ce qui s'est passé. On est prêt à oublier le passé. On veut voir Gavin. Il doit être un grand garçon maintenant. S'il te plaît, appelle-nous. On a besoin d'aide pour la facture de chauffage cet hiver. Ça va être un hiver froid. Amour, papa. Je suis resté debout au-dessus de mon évier de cuisine, tenant la lettre. On te pardonne. L'arrogance. Il me pardonnait d'avoir protégé mon fils. Et puis le pivot. On a besoin d'aide pour la facture de chauffage. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il s'agissait toujours de l'utilité. J'étais le chauffage. J'étais le portefeuille. J'ai pris un briquet dans le tiroir. J'ai allumé le coin de l'enveloppe. J'ai regardé la flamme manger le papier. J'ai regardé les mots « amour »,« papa » se transformer en cendres noires et s'effriter dans l'évier. J'ai lavé les cendres avec de l'eau. Maman. Gavin est entré dans la cuisine. Il était plus grand maintenant, presque à ma hauteur. Qu'est-ce que tu brûles? Juste du courrier indésirable, mon grand, ai-je dit. Tu veux de la pizza pour le dîner? Pepperoni, a-t-il demandé. Double pepperoni, ai-je accepté. 2 ans plus tard, Lorraine est décédée. Crise cardiaque massive. Courtney m'a appelé. C'était la première fois qu'on se parlait en 5 ans. Elle est partie, Meredith, a-t-elle crié au téléphone. Tu es contente? Tu l'as tuée. Le stress de ton absence l'a tuée. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Courtney, elle est morte parce qu'elle mangeait de la friture tous les jours et refusait de prendre ses médicaments. Tu dois venir aux funérailles, a exigé Courtney. Tu dois payer pour. Maman voulait un grand service. Des lys, un cercueil en acajou. Ça va coûter $10 000. J'ai fait une pause. J'ai regardé par la fenêtre. C'était une belle nuit claire. Non, ai-je dit. Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire que je ne viendrai pas et que je ne paierai pas, mais... Mais les gens vont parler, a crié Courtney. Qu'est-ce que je dis aux gens? Dis-leur la vérité, ai-je dit. Dis-leur qu'elle a investi dans le mauvais enfant. J'ai raccroché. Je ne suis pas allé. Je n'ai pas envoyé de fleurs. Le jour des funérailles, j'ai emmené Gavin en voyage. On a conduit 3 heures jusqu'à un parc de ciel étoilé, un endroit où il n'y a aucune pollution lumineuse. Il y avait un vrai observatoire là-bas. On s'est tenu au sommet d'une colline, le vent fouettant autour de nous. Le ciel était une couverture de diamants. C'était à couper le souffle. Gavin a regardé à travers le télescope massif. Je vois Saturne, a-t-il crié. Je vois les anneaux. Maman, regarde. J'ai regardé. C'était magnifique. Une planète distincte et parfaite flottant dans l'obscurité. Gavin s'est tourné vers moi. Son visage brillait dans la lumière rouge de l'observatoire. Tu sais, a-t-il dit pensivement. Je me demandais si elle me regardait de là-haut. Mamie. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, je pense. Je pense que les étoiles sont trop occupées à brûler pour s'inquiéter des gens qui ne savaient pas regarder en l'air. J'ai passé mon bras autour de lui. Tu es sage, Gavin. Maman? Oui. Merci de m'avoir choisi. Je sais que c'était difficile. Je sais que tu les as perdus à cause de moi. Je l'ai tourné pour lui faire face. J'ai agrippé ses épaules. Écoute-moi, Gavin. Je n'ai rien perdu.
J'ai jeté des choses qui nous alourdissaient. Tu es le prix. Tu as toujours été le prix. Te choisir a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Il m'a prise dans ses bras. On est resté là jusqu'à minuit, regardant l'univers tourner au-dessus de nous. J'ai pensé à ma mère dans son cercueil coûteux que Courtney ne pouvait probablement pas se permettre, entourée de gens qui ne l'aimaient que quand elle leur achetait des choses. Et j'étais là, avec mon fils, dans le froid, avec rien d'autre que les étoiles et notre intégrité. J'ai ressenti la paix, une paix réelle et profonde. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais on oublie la citation complète. Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. La famille que vous choisissez est plus forte que la famille dans laquelle vous êtes né. J'ai choisi Gavin, et je le referai sans hésiter. Alors, suis-je la méchante pour avoir refusé de prêter de l'argent à mon père et avoir laissé ma mère mourir en pensant que je la détestais juste parce qu'elle a oublié quelques cadeaux? Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous croyez que j'ai fait ce qu'il fallait, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de justice. À la prochaine vidéo.